On va peut-être commencer à faire un petit tour de table, puisque chacun ici, parmi vous, produisez des choses qui sont ensuite servies dans le restaurant, des fabrications directes du producteur au consommateur. On va peut-être commencer par vous, Frédéric Ménager. Frédéric Ménager, donc vous êtes installé à la ferme de la Ruchotte à côté de Beaune et vous produisez vous-même vos volailles. Et cette histoire de volailles, en fait, vous étiez chef avant dans un restaurant à côté de Dijon, et vous étiez dans un village, et vous ne trouviez pas les volailles qui correspondaient à votre goût. Vous n'avez rien qui vous satisfaisait, et vous avez été obligé en fait de vous mettre à l'élevage parce que vous cherchiez une qualité de volaille particulière, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est une histoire qui remonte à 1997. En gros, l'année où j'ai eu mes premières volailles, au départ, c'était des volailles de souche industrielle. Et très vite, je me suis rendu compte qu'elles étaient assez mauvaises, qu'elles étaient malades. Donc, je me suis mis à la recherche de volailles de race ancienne. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré énormément de gens. Il faut savoir qu'en France, les volailles de race ancienne sont maintenues dans l'effectif par les élevages amateurs. Les professionnels des agriculteurs ont lâché ça depuis à peu près 60 ans. Donc voilà, donc j'en ai récupéré un petit peu, je les ai reproduites, et quand je les ai mangées, je me suis rendu compte qu'elles étaient bien meilleures. Donc j'en ai fait goûter à quelques chefs, à Trois-Gros, à la Meloise, et ils m'ont dit, ouais, dis-nous, t'as un sacré truc. Et donc voilà, donc on a décidé de venir s'installer ici, on a acheté cette ferme, et donc maintenant on élève 100 traces de volailles anciennes. Alors on en a eu beaucoup plus, mais il y a 5 ans, je me suis dit que c'était plus raisonnable de faire celle qu'on avait le mieux. Donc voilà, moi je me maintiens avec la Barbezieux à la flèche, la Gauloise Borel, qui est une des races françaises les plus anciennes. La Petite Reine, mais en Suisse ancienne. Et puis de la Romande. Donc de la Romande, on a reconstitué plus ou moins. Et que j'aimerais bien remettre au goût du jour. Il faut savoir que la Romande, la Barbezieux et la flèche, ce sont les plus grosses races françaises. C'est des races très très anciennes, décrites par Olivier Desage. Mais vraiment, c'est des races exceptionnelles, qui sont abandonnées parce qu'économiquement c'est très très difficile. Donc nous, on les fait à peu près en 8-9 mois. Ça c'est vraiment pour ce qui va le plus vite. Donc voilà, il y a de la perte aussi, c'est difficile, mais au niveau du goût, c'est exceptionnel. Donc à redécouvrir. Alors vous parlez dans le dernier numéro de GEMAC de votre passion pour ces volailles de race ancienne, et vous avez également d'autres animaux. En fait, vous ne vous limitez pas à la volaille, vous avez des cochons, des cochons noirs de Bigorre. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une race qu'on est allé chercher là-bas sur place en 2002. C'est exceptionnel. Donc nous, on l'élève un petit peu à l'ancienne. C'est-à-dire que les petits mâles, on les tue quand ils font 20 kilos, et on engraisse uniquement des femelles, après qu'elles aient fait des petits au moins une fois. C'est-à-dire que les femelles qu'on tue font à peu près 220 kilos, et elles ont entre 2 ans, puis jusqu'à leur plus, la plus vieille que j'ai pris, là, de 6 ans. Et vraiment, là, on a une viande qui est pratiquement rouge, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans la boucherie ou tout ça. Donc ce petit cochon rose, c'est vraiment assez infernal. Alors l'autre caractéristique de votre restaurant, c'est qu'en fait, donc on est bien d'accord ici, on ne parle pas de fermiers qui ont ouvert leur ferme à la restauration et qui cuisinent les produits de leur ferme, mais bien de cuisiniers qui ont cherché, en s'installant dans un domaine agricole ou en cultivant ou en proposant des produits, au contraire, voilà, ce sont plutôt des cuisiniers qui sont devenus paysans que des paysans devenus cuisiniers. Donc vous, dans votre cas, vous êtes un cuisinier devenu paysan, et l'activité agricole a presque pris le pas sur l'activité culinaire, puisque votre table d'hôte n'est ouverte
que le week-end. Bah oui, c'est vrai que je me suis rendu compte assez vite que dans mes objectifs au départ, je voulais ouvrir le soir. Je me suis rendu compte que c'était une chose irréalisable. Finalement, je m'occupe de la ferme du lundi jusqu'au jeudi. Le vendredi, je me mets en cuisine, je commence à faire ma mise en place. Et je cuisine le samedi midi et le dimanche midi. Voilà. On a la chance d'être au milieu d'une forêt qui fait à peu près 500 hectares, donc qui nous apporte aussi énormément de champignons, des asperges sauvages, des ours, etc. Donc voilà, on essaie de faire les choses nous-mêmes. Alors, merci Frédéric Ménager. On va peut-être passer à Jean-André Charial, qui, donc, vous êtes installé au Beau de Provence, et restaurant qui existe depuis 1945. C'est une institution, et vous avez décidé de cultiver vous-même vos propres légumes dans un potager. Vous auriez pu les acheter au marché, vos légumes? Oui, mais je n'aurais pas trouvé la même qualité. Et si je cultive mes légumes, c'est pour avoir une qualité bien particulière. Et je ne fais pas tous les légumes, si vous voulez, donc je ne suis pas du tout en autarcie, moi. Je fais uniquement je fais surtout des petits pois, des haricots verts. Je fais des tomates, toutes les variétés de tomates anciennes. Je fais des fleurs de courgettes, je fais un peu d'artichaut violet, et puis toutes les herbes aromatiques. Mais moi, je mets l'accent sur les petits pois et sur les haricots verts. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, moi, je fais une culture bien particulière. En plus, je ne fais pas une culture pour vendre sur le marché. C'est-à-dire qu'un paysan, normalement, il plante et puis il ramasse quand il a le maximum de poids. Et ça lui fait le maximum de revenus. Et puis il ramasse tout d'un coup. Moi, je fais une culture qui est destinée uniquement au restaurant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des serres aussi. Donc je cultive sous serre. Je mets 2 raies. Puis je plante après 2 raies 15 jours après. Puis après, je plante plein champ. Et ainsi de suite. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir 200 kilos de petits pois le 2 avril. Ce qui m'intéresse, c'est d'en avoir un petit peu tous les jours. Et donc ça suppose une culture particulière. Ça suppose aussi qu'on passe dans les raies tous les jours. C'est-à-dire que si on loupe un jour, et les petits pois ou les haricots verts, ils deviennent trop gros. Donc évidemment c'est assez coûteux parce que on met 1 heure pour ramasser 500 grammes de haricots verts. Et je peux le faire parce que pour moi, c'est ma marque j'allais dire une marque de fabrique. Enfin, c'est une reconnaissance et j'ai un produit qui est absolument exceptionnel qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Alors il est exceptionnel pourquoi? Parce que d'abord la culture est bio, hein, tout ce que je fais du vin aussi, j'étais un des premiers à introduire la biodynamie dans le vignoble au Beau de Provence, mais je fais donc une culture tout à fait bio. Je ramasse ces légumes tout petits. Il y a ici dans la salle des gens qui les ont déjà goûtés, qui s'en souviennent. Et je les ramasse tout petits et ils sont tendres, si vous voulez, ils peuvent se manger pratiquement crus. Et donc on me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait avec vos petits pois? C'est extraordinaire, qu'est-ce que vous faites? Je ne fais rien du tout avec mes petits pois. Simplement, je les ramasse tout petits le matin et je les sers à midi. Ils sont d'une fraîcheur extrême. Et c'est pas dans la cuisson ou dans la préparation culinaire que j'apporte quelque chose. J'apporte quelque chose dans la culture et dans le fait que le produit est exceptionnel. Voilà. Donc j'essaye de me démarquer avec ces produits-là parce que je ne les trouve pas sur le marché. Sur mes petits pois, sur le marché, ils sont trop gros. Et les haricots verts aussi, ils sont trop gros. Bon, je peux trouver, il y a des paysans, des agriculteurs qui font des produits de qualité. Mais ils n'ont pas la même chose parce que les miens, ils sont différents. Voilà. Les tomates, c'est pareil, hein, parce que, bon, maintenant, ça s'est amélioré dans le Midi. Mais quand on ramasse une tomate bien mûre au dernier moment, c'est quand même aussi exceptionnel. Et puis, on peut avoir des variétés qu'on n'a pas forcément sur les marchés. Bon, les fleurs de courgettes, c'est aussi parce que c'est des produits délicats, donc on les ramasse le matin, juste quand ils s'ouvrent. Et c'est plus facile que de les recevoir dans des barquettes fermées.
Voilà ce que je On peux n'a dire pas sur précisé, on n'a pas précisé que à la ferme de la Ruchotte chez Frédéric Ménager, il y a également un potager et que là, on peut le voir sur l'écran, les pois gourmands, par exemple, qui étaient servis avec cette sublime volaille, et sont du jardin, évidemment. Oui, je fais aussi des pois gourmands, oui. Euh, un autre grand jardinier qui est assis juste à côté de vous, c'est Sylvain Picard, jardinier en chef d'Alain Passard. Alors vous gérez deux jardins aux portes de Paris, on pourrait dire, et un verger. Alors effectivement, depuis une dizaine d'années, donc Alain Passard a fait le choix de mettre à l'honneur le légume. Et par rapport aux propos qui ont été tenus, effectivement, il y a un mot qui est très important, c'est la qualité. La qualité des produits, la fraîcheur, et ça, Alain, il l'a retrouvé par cette démarche de mettre en place un jardin donc à Fillet-sur-Sarthe et l'autre à Bois-Giroux, donc dans l'Eure. Deux jardins qui correspondent également à deux terroirs différents. Ce ne sont pas du tout les mêmes sols et donc pas du tout les mêmes produits qu'on y cultive. Alors deux sols différents, un sol sableux dans la Sarthe donc, qui permet effectivement d'approcher certaines cultures comme l'asperge, qui se réchauffe plus vite, qui se travaille plus facilement, et l'autre un sol argileux, donc là plus pour des produits, des grosses pièces, entre guillemets ce qu'on appelle les grosses pièces, donc des grosselleries pour certaines préparations, et puis aussi une notion de climat qui est quand même différente. Quelques images également du jardin d'Alain Passard dans lequel vous allez montrer les jeunes carottes. Si le diaporama veut bien se lancer, parce qu'il est parfois un peu capricieux. Donc, une fois sur deux. Bon, si les images veulent bien sortir. À côté de nous, nous avons également James Henry. James Henry, donc cuisinier australien installé à Paris dans le restaurant Bones. Donc vous parlez anglais, on va essayer de traduire. Vous êtes à Paris, mais vous ne cultivez pas de légumes. You're in Paris, but you don't grow any vegetables. Yeah, not for the moment. Non, pas pour le moment. En fait, je pensais à ça puisque il y a un restaurant à New York, par exemple, à Brooklyn, qui s'appelle Roberta's, qui cultive sur le toit du bâtiment, qui cultive un jardin et qui compte quand même, alors évidemment c'est difficile peut-être pour un toit de jardin de supporter la culture pour tout un restaurant, mais jusqu'à 20% des légumes utilisés dans le restaurant le sont sur le toit du bâtiment. So you know Roberta's in Brooklyn, and so is it something you wanted to develop? It's something to aspire to. It's hard to emulate where we are at the moment. The space we have is completely different, and it's much smaller and more restrictive than. You don't have access of the roof. Or they have maybe 200 square meters in Brooklyn, which is not really like Manhattan. You know, there's a lot more open space. It's a bit more like Berlin, perhaps. Donc c'est quelque chose qui évidemment l'inspire, il a déjà été là-bas et c'est quelque chose qu'il aimerait bien développer à Paris éventuellement, mais les situations ne sont pas du tout les mêmes. La géographie des lieux également, Brooklyn ressemble plus à Berlin avec des étendues beaucoup plus grandes et il y a 200, le jardin 200 mètres carrés, 200 pieds carrés peut-être. Donc c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait avoir à Paris. Et à Paris, évidemment, James n'a pas l'accès au toit de son immeuble pour y planter un jardin. Non, en revanche, ce que fait James dans son restaurant, c'est quelque chose d'assez singulier. C'est qu'il y fait son propre pain, il y fait son beurre et il y fait ses charcuteries. Et il fait également des produits comme des vinaigres de miel qu'il a apportés ici et qui sont tout à fait singuliers. En fait, il y a quelque chose de vraiment étonnant pour un chef cuisinier australien qui vient à Paris avec l'obsession du pain. Are you bread obsessed? Slightly, I suppose. Oui, je suis légèrement obsédé par le pain. Mais pourquoi avoir voulu vous focaliser sur le pain alors qu'on peut en trouver des très très bons à Paris? Il y a quand même quelques bons boulangers. Vous auriez pu aller vous fournir chez le Pain des Amis, par exemple. There's a lot of good bakeries in Paris, but it was something I've been interested in for a while, and the results you can get from just flour, water, and salt are quite incredible. And
depending on fermentation times, and then the percentage of water to flour, and the ratios you play with. It's really something which Alors, effectivement, c'est quelque chose qui le fascine depuis longtemps. Il y a beaucoup de boulangeries, de très bonnes boulangeries à Paris, mais l'expérimentation avec le pain, le fait avec simplement de la farine, de l'eau, du sel et un petit peu de levain, les variations infimes qu'on peut obtenir en changeant chacun des éléments, ça donne des résultats tellement fascinants qu'il a décidé de se lancer dans l'aventure et de faire son propre pain. C'est pareil un peu pour le beurre. Il y a de très bons beurres à Paris. Pourquoi se compliquer la vie à fabriquer du beurre? Vous n'aimez pas le beurre bordier, c'est ça? it was, I guess, a chance to do something unique at our restaurant and try and distinguish ourselves by creating as much of the product as we can in the place and having our own little, I guess, taste of terroir in the restaurant. You can't have anywhere else. Donc effectivement, c'est une façon de se distinguer, de faire quelque chose d'unique que n'ont pas les autres restaurants et d'avoir peut-être une singularité du terroir, terroir parisien dans le restaurant. Où est-ce que vous fournissez, avec quel lait vous fabriquez votre beurre? We're working with a creamery in Paris, and we take a raw cream which we culture for 48 hours at room temperature, and then we churn it, and we wash it with a brine of water and salt to get a distribution of seasoning, and then we mess our salt through the butter and bake it. So it's a 3-day process from receiving the cream to getting it to the right taste to where we want to churn it. Peut-être parler un petit peu plus près du désolé. micro, voilà, ce serait mieux. Donc effectivement, il reçoit la crème, la crème crue depuis une crèmerie à Paris, et c'est un processus qui dure pendant 3 jours pour fabriquer ce beurre salé, donc une crème qu'il laisse maturer pendant 48 heures avant de la travailler, de la baratter et d'y incorporer le sel. Donc on pourra après peut-être goûter un petit peu de ce beurre fabuleux avec le pain que James a apporté.